Assalamu alaikum, bonjour à tous, je suis Seni et bienvenue sur la chaîne Comore Initiative. Donc c'est une plateforme citoyenne et participative créée en 2015. Depuis bientôt 10 ans maintenant, nous mettons en avant des profils de Comoriens et Comoriennes ayant un parcours inspirant et qui sont engagés dans le monde professionnel, le monde culturel, associatif ou académique. Tout ça pour proposer à notre communauté de nouveaux modèles, de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Idriss Mohamed Chanfi, qui est militant comorien pour la cause de l'unité nationale. Lors de cet entretien, nous allons parler de son parcours, de ses convictions et de sa vision pour les Comores. Monsieur Idriss Mohamed Chanfi, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous. Qui est Idriss Mohamed au-delà du militant? D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et un honneur que vous me faites. Maintenant, qui suis-je? Oh là là. Disons que je suis un vieillard qui a passé sa vie à combattre pour le pays depuis que je suis à l'université, c'est-à-dire depuis les années 73, 74. Sinon, j'ai travaillé dans l'informatique. J'ai créé une société qui s'appelle Comore Informatique. J'ai pu me prévaloir d'avoir organisé des salons comoriens d'informatique à une époque difficile. Imaginez en 2012 un salon comorien de TIC à Moroni, c'était magnifique. Dans votre parcours personnel ou familial, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager pour la cause de l'unité nationale? D'abord, je ne suis pas engagé pour l'unité nationale en premier. Pour moi, la cause de l'unité nationale est importante parce qu'elle est devenue le cœur de tout ce qui se passe chez nous. Si on veut la liberté, la souveraineté des Comores, ça passe d'abord par l'unité nationale, la résolution de la question de Mayotte. Comment je suis venu à ça, je ne peux pas vraiment le dire. Ça s'est fait tout seul. Ben, je sais que jeune, je m'intéressais aux associations culturelles parce que c'était ça qu'on faisait à l'époque. Hmm. Puis quand je suis venu en France, que j'ai vu le fossé qu'il y a entre la France de l'époque, hein. Quand on venait en France en 70, on était nés, hein, le même jour, hein. On ne savait absolument rien, hein. Oui, D'ailleurs, il y a tellement d'histoires qu'on se raconte et qu'on peut raconter sur sur des phénomènes de la vie simple, hein. Un passage clouté, tu sais pas ce que c'est, hein. Un téléphone, tu sais ce que c'est, mais tu n'as jamais utilisé, hein. Les toilettes, tu sais pas ce que c'est, hein. Tu vois, bah, il y a plein de choses comme ça. Donc, quand tu viens là, que tu vois la France, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Mais nous, on vit où? Et donc, quand on est arrivé, à mon époque, en fait, on se distinguait, on se partageait en deux. Ceux qui considéraient, ah, on est arrivé au paradis, puis ceux qui, attends, c'est pas possible. Donc, peut-être là se trouve le premier frémissement, mais les choses sont venues petit à petit. à quel moment est-ce que vous avez pris conscience que la question de l'indépendance était un combat inachevé? Ah, je pense pas parler, moi je parle pas d'indépendance nationale. Nous sommes indépendants. Le monde a accepté notre indépendance en tant que pays constitué de 4 îles. Donc notre indépendance n'est pas inachevée. Nous sommes reconnus parce que l'indépendance c'est quoi? C'est qu'on reconnaît que nous sommes indépendants. On n'a pas une île qui n'est pas indépendante. On a une île qui est occupée par la France. Et que la France doit quitter notre territoire. Donc moi, je n'ai jamais apprécié vraiment cette terminologie-là. Nous sommes un pays indépendant. Maintenant, nous sommes comme d'autres pays qui sont en pays, d'accord, ou des pays qui sont divisés.
La Corée est divisée en deux. Le Vietnam a été divisé en deux, etc. Donc, en réalité, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas, que notre indépendance est incomplète. Une partie de notre pays est occupée par la France. Il faut faire partir la France. Maintenant, lorsqu'un pays occupe un autre, une partie d'un autre pays, il y a toujours des gens nationaux qui font le jeu de l'occupant, qui servent l'occupant. Et tous les pays occupés ont subi cela. Et nous le subissons, puisqu'il y a des Maoris qui sont favorables à l'occupation de Mayotte. Mais la majorité silencieuse est silencieuse. Même si elle va subir l'influence des activistes, comme ça a toujours été le cas, et partout, quand on analyse au fond les choses. Donc la question, c'est le rapport de force entre les Comores et la France. Ok, donc après avoir fait cette introduction personnelle, on va essayer de comprendre un peu la cause indépendantiste comorienne. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous la définir? Comment est-elle aujourd'hui, la cause de l'indépendantisme comorien? Comment répondre à la telle question? Donc moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que à un moment donné, la domination coloniale était tellement forte que personne n'osait ou ne pouvait parler d'indépendance. Puis l'indépendance, l'idée d'indépendance est entrée dans la mentalité des gens du fait de tout le travail qu'a mené le Pasoco, la SEC, de Molinaco, tous ces gens-là ont bossé pour que le pays s'éveille et se batte pour l'indépendance. Une fois que l'indépendance a été obtenue, nous avons vécu une période difficile du fait que le pays a subi un coup d'État même pas un mois après avoir déclaré son indépendance. Ce qui n'a pas manqué d'avoir des influences importantes dans la vie du pays. Puis il y a eu la période où, je dirais, marquée par la lutte du Fonds démocratique et de la culture nouvelle, sommes numérique, comme on va dire. Donc, il y a qui osait affronter les mercenaires et le pouvoir qui était là et qui réclamaient la souveraineté réelle, et en particulier le retour de Mayotte. Puis, je pense, après 85, l'UFD a été plus ou moins liquidé et a perdu de son influence petit à petit jusqu'à ne plus vraiment exister. Donc aujourd'hui, le combat pour l'indépendance est vraiment dans une période de reflux. Bon, l'espoir renaît quand on voit que des jeunes, ont émergé, ont créé leur propre parti et se fixent comme objectif de renverser le système et de le remplacer par un autre. Des jeunes qui parlent de la domination coloniale française, qui parlent de souveraineté. Des jeunes dont le paradigme principal, c'est du patriotisme social, panafricain et international. Donc, je pense que le mouvement pour l'indépendance va renaître, est en train de le mettre à cause de ces jeunes-là. Donc, je pense que les choses reprennent et le vieux que je suis est tout content de voir que les choses reprennent un peu. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question de Mayotte. Selon vous, est-ce que Mayotte, c'est le cœur du problème ou est-ce que c'est le symbole d'un enjeu beaucoup plus large? Je pense que la contradiction centrale qui conditionne toute la vie de notre pays, c'est Mayotte. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut prendre conscience de tout ce que fait la France en tant que puissance dominante. Parce que la France domine directement Mayotte, puisqu'il l'occupe, mais il occupe aussi de 3 autres îles sous la forme néocoloniale classique. Donc son pouvoir d'action sur notre pays est important.
Or, la France comprend bien que si les problèmes de la vie de tous les jours des gens sont résolus, la question de Mayotte sera résolue. Donc, la France fait tout ce qu'il peut pour que notre pays ne puisse pas se développer. Donc, il y a des gens qui pensent que laissons Mayotte tranquille, développons-nous, comme ça après on va récupérer Mayotte. C'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Donc, il faut bien comprendre que la libération de Mayotte est au centre. Parce que le combat patriotique, c'est pour faire quoi? C'est pour développer le pays. C'est pour que les gens aient une vie digne qui corresponde à la situation d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Donc, si on veut libérer le pays, construire une économie saine qui permette aux gens de vivre, il faut régler la question de Mayotte. C'est pour ça qu'il est central. Et que son implication dans la vie de tous les jours chez nous est importante. Deuxièmement, il faut bien voir que la situation à Mayotte est un petit peu meilleure que dans les autres îles. Donc il y a comme un mirage qui attire des gens, et c'est des dizaines de milliers de Comoriens qui périssent dans le bras de mer. Comment arrêter ça si on ne règle pas la question de Mayotte? Et ça, c'est essentiel. Donc, il y a d'autres aspects sur lesquels on pourrait revenir, mais je pense que c'est le principal. Que la question de Mayotte, c'est bien sûr une question de principe, parce que la défense de l'intégrité territoriale d'un pays est importante. Et en même temps, on doit comprendre que, comme Ahmed Abdallah l'avait dit, un bœuf à 3 pattes ne marchera clopin-clopant. Donc, nous, on pense qu'il faudrait arriver à avancer, même si c'est clopin-clopant. Par contre, il faut comprendre qu'on ne peut pas vraiment avancer si on n'a pas réglé la question. Donc, en fait, là, il y a une compréhension que les gens doivent avoir. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on peut se développer sans Mayotte, mais on ne peut pas dire non plus qu'on ne peut pas faire des pas en avant dans la situation actuelle. Ce n'est pas la question de Mayotte qui fait qu'on n'a pas d'électricité. Ce n'est pas la question de Mayotte qui fait qu'on n'a pas d'eau. Eux non plus n'ont pas d'eau. D'accord? Donc, il faut bien analyser cette situation et bien voir un peu le fait que la question de Mayotte est centrale. Toujours pour rester sur le cas de Mahorais, vous avez écrit 2 livres. Un en 2021 sur Mayotte comorienne et celui-là, Mahorais, sortir de l'impasse, sorti cette année en 2025. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 livres et de la différence que ça a? En fait, le premier, c'est le combat pour Mayotte comorienne. C'est comme ça que c'était intitulé. C'est pas un vrai livre, parce que c'est en fait des articles que j'avais écrits sur mon blog pendant plus d'une dizaine d'années, qu'on a compilés. On n'a même pas tout mis parce qu'il y en avait trop. D'ailleurs, le livre est mal fait parce qu'il y avait trop de choses. Donc, c'était un recueil d'articles. Par contre, celui-là, c'est un livre, un vrai livre. En fait, c'est un petit livre qui a un objectif. Parce que moi, je ne suis pas écrivain. Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'apporter une contribution au combat de son peuple. Et comme j'ai presque une cinquantaine d'années de combat, j'ai pensé que au moment où je vais prendre mon envol, que je laisse quelque chose pour que l'expérience passe. Pour voir l'objet de ces livres. Donc en fait, il fait quoi? Il refute systématiquement les principaux arguments qu'avancent les négationnistes. Je parle de négationnistes, c'est des gens qui nient la nation comorienne. Ils vont dire, Mayotte n'a jamais été comorienne, les Mahorais aiment la France, la Mayotte a été colonisée la première, etc. Donc, ces choses-là, je les réfute. Et puis, j'analyse un peu très, très brièvement. Parce que chez nous, notre public ne sait pas déjà qu'ils vont lire des thèses et puis c'est pas mon truc. Je laisse aux historiens des vraies thèses et tout ça.
Et je pose les bases pour ceux qui veulent aller chercher. Parce que je parle du peuplement des Comores, en montrant que même si on était quatri, mais le peuplement s'est fait de la même façon. Ce qui est quand même extraordinaire et ce qui montre l'unité de la nation comorienne. Lorsque la France est venue aux Comores, il y avait une nation comorienne qui était déjà belle et qui s'est bâtie tout seul parce que personne n'a travaillé pour. Par contre, on n'avait pas réussi à créer un État. Le processus de création de l'État qui se traduisait par les affrontements entre les sultans, c'est comme ça que l'État se constitue. Des féodalités se disputent et le plus fort l'emporte et constitue l'État qui couvre la nation ou plusieurs nationalités. Donc, voilà. Donc, je parle de ça de façon à ce qu'on puisse avoir une vraie vision sans aller dans des détails un peu trop importants. Donc, je parle aussi, j'essaie de montrer un peu systématiquement comment le mouvement séparatiste maoré est né, où il était à sa naissance et pourquoi il a triomphé. En 1915, personne n'imaginait que Mayotte allait allait se séparer. Personne. Mais c'est le combat, c'est un processus particulier, un combat. Bon, j'analyse aussi un peu donc la situation matérielle à Mayotte, où j'utilise des indicateurs de l'INSEE pour montrer que la vie à Mayotte n'est pas aussi florissante que l'on veut dire. Même si on ne peut pas non plus nier que là-bas, il y a une situation meilleure. Meilleure comment? C'est que si tu travailles, on te payera à la fin du mois, alors que dans les 3 autres îles, on peut attendre le 50e du jour. Il y a des lois qui sont appliquées. Mais quand on regarde au fond, il y a une classe qui baigne dans l'opulence, beaucoup plus dans les 3 îles qu'à Mayotte. Et la plupart des gens sont dans les bidonvilles, dans la débrouillardise pour joindre les bouts. Et puis là-bas, il y a l'insécurité qui est créée par le système, puisqu'il faut l'analyser aussi. Et puis, je termine, quand je parle de sortir de l'impasse, en fait, je parle de l'impasse parce qu'on ne peut pas dire que nous avons avancé dans la solution. Au contraire, nous avons reculé. Donc, c'est une impasse. Et pour moi, même si je ne le dis pas expressément, tant que le pays sera gouverné par des régimes qui ne sont pas patriotes, c'est-à-dire qui ne mettent pas en avant les intérêts du pays, on n'avancera pas. Donc la meilleure façon de faire des pas aujourd'hui, c'est d'arriver à unir toutes les forces qui luttent pour le retour de Mayotte, de façon à ce qu'on soit suffisamment fort pour tenter d'influer sur la politique du pays. Malheureusement, je crois que chez nous, il y a une tendance à jouer au petit chef. Il y a les égos vraiment démesurés, qui fait que même chez nous, qui nous battons pour l'indépendance du pays, pour l'unité du pays, il y a plein de petites chapelles qui refusent de s'unir. Les maladies du premier rang où chacun veut être... Voilà, chacun peut être le chef. D'ailleurs, surtout si on regarde hier, dans toutes les formes d'association qu'il y a des chefs qui sont là tout le temps. Sauf le comité Maor, sauf le Ribarekiché Comore, où les présidents ont laissé d'autres prendre le relais et puis ça continue. Est-ce que en 30 secondes, vous pourriez nous parler du comité maoré? 30 secondes, allez, 1, 2, 3, voilà. Le comité maoré est né en 2005. Nous l'avons constitué parce que Azali avait discuté avec les Français et avait ouvert la voie à la participation des Maorés en tant qu'entité distincte dans les Jeux des îles de l'océan Indien. En fait, jusque-là, Mayotte était isolée dans le monde et dans la région.
et ils vivaient douloureusement la non-participation dans les Jeux des îles, les Jeux tu vois, de la Commission de l'océan Indien. Et la France faisait tout pour que les Maoris y participent, pour briser l'encerclement. Et Azali a accepté. D'accord? Donc nous, on a considéré ça comme une prime à la séparation, puisque les autres îles ne pouvaient pas participer en tant qu'entité indépendante. Et tous les gouvernements qui étaient avant n'ont jamais accepté. C'est Azali qui l'a accepté. Et donc, on a aussi constaté que la riposte des partis politiques était faible, était vraiment très faible. En fait, la question de Mayotte ne figurait pas sur le devant de la scène. Et donc, nous avons voulu remettre la question sur le devant de la scène. Et donc, nous avons constitué le comité Maor. Et nous nous étions fixés comme objectif de le mettre en avant et de faire en sorte que le 12 novembre soit la journée Maor. Voilà, donc en fait c'est ça. Et nous avons continué ce combat. Lorsque la journée Maor a été décrétée, on avait posé la question d'arrêter. Mais comme on savait que le pouvoir qui était là n'allait pas célébrer la journée, on a continué en pensant que ça allait rentrer dans les mœurs. Ça n'est jamais rentré. Et donc le comité Maor a continué à réagir du tac au tac face à la politique française et à continuer à célébrer la journée. Ce n'était pas 30 secondes, mais bon, j'ai fait de mon mieux pour le serrer le plus possible. Et maintenant, on va parler un peu de la réalité contemporaine du militantisme. Les mouvements indépendantistes de nos jours, enfin deux mouvements indépendantistes de nos jours, aux Comores et dans la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le monde aujourd'hui traverse une période de reflux éclatant. Dans aucune partie du monde, on ne voit de mouvements révolutionnaires qui occupent le devant de la scène ou qui même se fait entendre. On ignore tout ce qui se passe dans les pays aujourd'hui. Je crois que la fin de l'Union soviétique, qui avait déjà même changé beaucoup par le passé, la Chine devenant un pays capitaliste classique, donc le marxisme ayant perdu de son aura dans le monde, donc en fait le monde n'a plus, enfin les révolutionnaires n'ont pas de boussole. Donc cela influe sur le combat concret des gens. Donc il y a eu des tentatives comme de mouvements alternatifs ou je sais pas quoi, mais qui n'ont pas pris. Ce qui fait qu'il y a un reflux du mouvement progressiste dans le monde. Par contre, une montée de l'extrême droite partout. Et on le voit bien. C'est la même chose chez nous. Notre pays n'est pas en dehors du monde. Donc le combat politique, le combat patriotique comorien a beaucoup régressé. D'ailleurs, je voulais souligner ici une chose qui me paraît importante, c'est que au pays, les gens résistent. Parce que chez nous, les jeunes, en fait, il y a une partie de la jeunesse qui est entraînée par le système et qui pense s'enrichir le plus vite possible, etc. Mais il y a une jeunesse qui est restée relativement simple, je vais parler de ça comme ça, et qui s'impliquait dans des associations de quartiers, de dealers. Ils ont construit des foyers, ils mettent des activités, etc. Il y avait aussi Beauchao, par exemple, qui illustrait ça. Et donc, toutes ces associations ont été manipulées par le système des Nations Unies qui est aux Comores, et tout le côté militant a été enlevé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pour assister à une réunion, on te paye, on te propose des voyages internationaux, des jeunes cadres, des jeunes leaders, je ne sais pas quoi. Donc l'esprit militant, c'est-à-dire j'agis pour des objectifs
en donnant de moi, est parti ou a baissé. Donc c'est cet esprit militant qui caractérisait un peu notre jeunesse est parti. Parce qu'il y a ce problème d'orientation, c'est clair, mais il y a aussi ce travail de ça qui est fait dans... Ce qui s'est approprié. Ah, oui, oui. Dès que quelqu'un émerge, donc soit c'est l'AFD, soit c'est le NU, soit c'est le... Donc il va s'accaparer comme ça, et comme il va avoir des avantages, même on a connu des gens qui sont venus dans le comité Mao et qui ont cru ça. Et quand ils ont découvert qu'il faut cotiser parce que l'argent vient de nos poches, et tout, eh ben, ils sont partis. Donc en fait, ce côté militant a reculé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, il reste que beaucoup de gens même ne pensaient pas que la jeunesse de notre pays pouvait prendre des initiatives positives. Moi, j'ai toujours cru et j'ai toujours dit. Et là, on a vu maintenant des jeunes issus de Woshao, mais d'autres endroits aussi, qui se réveillent et qui s'engagent dans un militantisme qui est difficile pour servir la cause nationale, les intérêts du pays. Et donc, moi, je pense que Il n'a pas perdu. c'est loin d'être perdu. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Les peuples continuent toujours, malgré tout. Je voulais savoir, aujourd'hui, au XXIe siècle, la question de l'indépendance en commun. Comment est-ce que vous conceveriez une souveraineté effective et totale pour le Comore à notre époque? Moi, je pense que, bien évidemment, on ne peut pas parler. L'indépendance aujourd'hui ne peut pas être vue comme l'indépendance en quelque temps. Du fait de l'interaction soutenue entre les différents pays et les différents pays. Moi, je ne crois pas au village global, même s'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des villages global. Je ne crois pas qu'on en est là. Il y a des pays puissants qui oppriment la plupart des autres pays. Nous sommes à l'époque de l'impérialisme. Il s'apprend des arrives terribles avec des gens pour autres. Non. Par contre, je pense que la souveraineté, c'est la capacité des dirigeants du pays de penser les problèmes des Comores et de trouver des solutions à ces questions. Et donc, d'arriver à entretenir des liens avec les autres qui font que nous ne reculons pas, mais nous avançons. Aujourd'hui, par exemple, lorsque ces pays viennent nous aider, ils analysent notre problème suivant leurs intérêts à eux et ils nous proposent des solutions suivant leurs intérêts à eux. La souveraineté, non, c'est la capacité pour nous de poser les problèmes qui nous concernent. Bien sûr, dans le contexte international où il y a beaucoup de facteurs, il faut tenir compte de ces facteurs, mais c'est nous qui pensons nos problèmes, qui imaginons des solutions et qui mettons en œuvre ces solutions. Bien sûr, dans le contexte international, donc l'international agit comme le national agit, mais c'est notre capacité à maîtriser notre destin, à nous orienter. C'est ça l'indépendance aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle plus de souveraineté que d'indépendance. Et c'est ce que vous diriez au peuple comorien si vous aviez leur oreille? Ah, moi je le dis, même si je n'ai pas leur oreille. Je le dis, oui, je le dis, souvent. Je le dis souvent, parce que comme il n'y a pas un lieu, même si maintenant ça commence à avoir la découche, comme il n'y avait pas de lien, moi je pars, je fais des vidéos, j'ai un blog qui a peut-être 20 ans, tu vois, où j'écris, donc je milite, suivant les situations. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de figé. Tout s'insère dans un contexte. La souveraineté s'insère dans un contexte. Venir nous dire, ah, c'est le village global, donc on ne peut pas être souverain, ça c'est faire les jeux que ceux qui nous oppriment. D'ailleurs, je pense qu'il y a un exemple aujourd'hui. Les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, on voit que notre principal problème, c'est leur souveraineté. Donc ça prend quelle forme aujourd'hui pour eux? C'est la guerre contre les groupes terroristes
qui occupent des parties de leur pays et qui les perturbent, mais c'est aussi la capacité de s'approprier leurs ressources et de les gérer eux. Donc, on a déjà cet exemple-là qui illumine un peu, ou il y a l'étincelle qui peut peut-être Une direction. devenir une lumière. Et vous parliez des États de l'AES, et ça me fait penser à une autre question. Est-ce que dans la lutte, ça a pu être le cas autrefois, est-ce qu'il y a une solidarité africaine autour de la question comorienne? Et une des autres questions relatives à la diaspora comorienne, son rôle, tout ça. La solidarité africaine, elle existe. Et elle se manifeste. D'ailleurs, en fait, il y a le CEDISCOM en France, Paris en particulier, qui mène un travail international et qui a des relations avec des organisations françaises, mais aussi beaucoup d'organisations africaines. D'ailleurs, le président d'une grande association africaine, l'ONS, Organisation de la souveraineté africaine, c'est un Comorien. Donc la question de Mayotte est bien dedans. D'accord, c'est Mabel. Donc là, ça permet déjà de voir ça. Bon, on a participé, le comité Maori a participé avec ce discours à des conférences internationales qui se sont faites sur la question de Mayotte, en Azerbaïdjan, il n'y a pas longtemps. Donc, cette solidarité existe, mais elle est moins visible au Comores, étant donné la situation que nous vivons. Je pense que nous, en particulier Ouche, nous pensons au développement de ces relations. D'ailleurs, il y a même des contacts avec une organisation régionnaise qui lutte pour l'indépendance de la Réunion. Et avec qui on a des relations. Donc, pour ça c'est clair et net, il y a une solidarité effective. Il y a des Africains qui se battent plus pour l'unité nationale que des Comoriens. Comme il y a des Français qui se battent plus pour l'unité du pays que des Comoriens. Je pense à Survie, par exemple. Bon, il y a aussi des prises de position de certains membres du Parti communiste français qui sont clairs. En contre, il y a la France insoumise qui considère que Mayotte est française et c'est qu'il y a une absurdité incroyable. Bon, la diaspora, elle est importante, la diaspora, et je vais la voir importante. Donc, il y a en France, il y a le CEDISCOM, dont j'ai parlé. Il y a d'autres organisations, comme la Rikiché Comores, qui se battent pour l'unité du pays. Et il y a beaucoup d'activités qui se font en France là-dessus. Je ne peux pas même nommer toutes les organisations de la diaspora qui sont impliquées dans la question de Mayotte. Les activités vont et viennent, suivant les circonstances, etc. En fait, je crois que sur tout ce que nous vivons, la diaspora comorienne a un rôle important. Surtout que je crois qu'une des singularités des Comoriens, de l'étranger, c'est de toujours penser au bon monde. D'ailleurs, on va critiquer, comme quoi moi j'avais la nationalité française. Moi je n'ai pas la nationalité française, mais je n'ai jamais répondu à cette question. Par contre, j'ai toujours dit qu'un Comorien qui a pris une nationalité étrangère, c'est pas qu'il a tourné vers d'autres pays. C'est parce que nous sommes dans une situation où pour respirer, il prend la nationalité française parce qu'il veut vivre. Il prend une nationalité étrangère parce qu'on a des Comoriens qui sont suédois, américains, etc. Donc, c'est pas tourner le dos aux Comores. Donc, la diaspora exerce une influence importante sur les Comores. Sans elle, peut-être qu'on ne pourrait même pas nous en sortir, surtout en Gazier. Par contre, elle a aussi un rôle extrêmement négatif, à mon avis, par rapport au métier du Hada avec ses extrémités. Et en même temps, cela se traduit aussi dans le fait que les enfants des Comoriens subissent des contre-coups de cela, parce que la situation étant difficile, et qu'on veut mettre beaucoup d'argent là-dessus,
Parfois, on arrive parce qu'on ne s'occupe pas suffisamment, on n'a pas assez de moyens à consacrer aux enfants. Et moi, je comprends ça dans le fait qu'il y a beaucoup d'enfants à Marseille qu'on retrouve dans des choses difficiles. Et même chaque fois qu'on entend que quelqu'un est tué à Marseille, on a peur que ce soit un Comorien, par exemple. Ouais, donc, la question de la diaspora est importante. Elle mérite d'être bien analysée. Mais tant qu'on n'a pas une organisation politique qui porte les aspirations du pays, c'est très difficile. Je pense que Boucher commence, et il arrivera un moment où il pourra maîtriser toutes ces questions et donner un point de vue. Là, moi, je donne un point de vue spontané comme ça. Et je comprends que ça t'intéresse, puisque tu es de la diaspora, mais tu vois que tu t'intéresses au poumon et au terrain. Ça me donne envie de vous poser des questions sur le parcours personnel en tant que militant. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos plus grandes satisfactions et également vos plus grandes déceptions? Alors, est-ce que j'ai des satisfactions? Je ne sais pas. Bon, mon parcours, grosso modo, c'est... en fait, moi, je suis venu au patriotisme en ayant lu Fanon. C'est ça qui a fait que les sentiments patriotiques ont pris corps. Ils sont devenus. J'ai lu Les damnés de la terre, et où il explique pourquoi les indépendances africaines ont échoué. Où il a mis en avant la question de l'idéologie. Parce qu'il faut avoir une pensée qui guide l'action. Et donc c'est ça en fait la réponse à la question que tu m'avais posée peut-être au début. C'est que Fanon a fait que je suis devenu un vrai patriote et de plus en plus. Donc, moi, je suis venu à la SEC après avoir lu Fanon et après avoir discuté avec Mustapha en particulier. Donc, bon, j'ai été dans la SEC. J'ai occupé des fonctions importantes dans la SEC, puisque j'ai été président de la SEC pendant 2 ans. Après, j'ai été dans le Front démocratique, où là aussi j'ai été à la direction en tant que secrétaire à l'organisation pendant temps. Et j'ai participé à la création du comité Mao. Peut-être ce que je vais dire on a réalisé le 12 novembre. Ça, c'est le succès peut-être que je peux dire. Parce que le 12 novembre est devenu maintenant une journée nationale maori qui est connue de tous et qui est célébrée un petit peu. Maintenant, la déception elle est énorme. Et énorme. On a échoué. On a échoué. Les fonds démocratiques étaient forts. Ils étaient très forts. À un moment donné, on maîtrisait presque la situation du pays plutôt que l'État. On savait plus ce qui se passait. Et en fait, on nous a liquidés justement parce que des jeunes dans l'armée, GP, voulaient liquider les mercenaires. Nous le savions, l'État ne le savait pas. Donc nous avons peut-être mal géré ça. Parce que nous les avons arrêtés, mais ils ne se sont pas arrêtés suffisamment bien. Et le coup a été découvert par les mercenaires. Et ça a enclenché 1985, où on a tous été arrêtés. Enfin, les camarades que connaissaient Nafin. C'est Nafin que nous avons dit. C'est bon, parce peut-être que je ramasse disons que C'était une question par rapport au FD. Nafin, c'était un des dirigeants du FD. D'accord. D'accord. Donc, il travaillait. On avait une organisation à 2 niveaux. Des gens qui travaillaient ouvertement et des clandestins. C'est-à-dire des gens qui étaient dans le FD, mais que tout le monde ignorait. Il y avait des singularités parce que moi j'étais clandestin, mais mon tempérament ne permettait pas que je sois vraiment clandestin. Donc j'étais clandestin, mais tout le monde savait que j'étais un militant du FD, même si je suis battu dessus comme ça, mais enfin, ça c'est autre chose. Donc Nature était un dirigeant de FD qui était clandestin, et il appartenait
au cercle, il travaillait dans les ondes, s'il avait des compétences qui étaient importantes, C'est les communications. une télécommunication, et donc il appartenait à une structure de sécurité de haut niveau. D'accord? Donc, après, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles c'est très difficile de venir en parler. Donc, il a petit à petit changé de veste quand il a choisi parce qu'il était menacé d'être tué par eux. D'abord, parce que Vous avez découvert qu'il était. que s'il suivait pas, il allait être liquidé. Donc je pense que ça a joué et ça l'a amené à vouloir nous quitter. Et donc, lorsque l'histoire des GP a été démontrée, qu'il y a eu une atmosphère de guerre aux Comores, J'ai payé d'un quart présidentiel. voilà, donc la tentative de mal faire, comme avait dit Ahmed Abdallah au début, est devenue une tentative de coup d'État du FD, quand la FION nous a vendus, et donc on a tous été liquidés. Mais la FION ne connaissait pas tout le monde, ne connaissait qu'une petite partie et des gens qu'il avait connus, surtout en France, dans la SEC. Donc tout cela a été pris. Même des gens qui n'étaient pas du FD, mais qui étaient dans la SEC, qu'ils connaissaient, ils étaient pris. Comme Abbas Imodal, il a été pris, emprisonné, il était pour rien, il n'était pas dans le FD. Donc, mais il y avait beaucoup de gens du FD qui n'étaient pas du tout touchés. Mais donc on était liquidés. Et à partir de là, et on n'a pas su rebondir. Et donc, comment c'était quand vous avez subi les tortures, les choses, c'était Les mercenaires nous attaquent, un d'autre nous mettent en prison, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Donc on a été à Wajou pendant longtemps. Donc il y a des camarades qui ont fait 6 mois. On a été pris en masse. Donc il y en a qui ont été libérés à la fin de l'année. D'autres ont été libérés le 13 mai 86. Et d'autres ont été libérés après. C'était par vague, suivant ce que voulait l'État comorien. Mais ma déception, c'est que au lieu que ce soit l'épreuve qui allait nous aguerrir, nous avons été démantelés. Je pense que la plupart des gens avaient peur de subir la même chose en peau. Donc quand ils sont sortis de là, ciao, on peut comprendre, mais bon. Donc à partir de là, c'est fini, quoi. C'est fini. Et donc c'est ma grosse déception, c'est qu'en fait, on peut dire que ma génération, même si elle a apporté quelque chose, mais elle a échoué. Elle a échoué. Comment est-ce que vous envisagez le futur du mouvement indépendantiste à partir d'aujourd'hui? Mais je pense que si Ouche se développe bien, il portera le drapeau des aspirations du pays. Je ne parle pas d'indépendance, en fait. C'est les aspirations du pays à la souveraineté et au bien-être. Oui, c'est ce qu'on entend. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. C'est ça, hein? Parce que la bagarre, en fait, on peut dire qu'il y a eu la bataille pour l'indépendance. D'accord? Bon, il y a la bataille pour l'unité, mais il y a la bataille contre la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est terrible, la pauvreté. Et donc aujourd'hui, je pense que Rouge a comme objectif principal donc la libération, enfin de l'unité du pays et la lutte contre la pauvreté. D'ailleurs, son programme, même s'il n'est pas suffisamment Donc en cours de construction. Suffisamment élaboré, non, il y a eu un programme qu'on appelle dans même Combos, qui a été publié et adopté, publié lors du premier congrès qui s'est tenu l'année dernière. Donc ce programme est diffusé. Bien sûr, comme on n'en connaît pas assez, il n'est pas connu. Mais je vous invite à aller chercher. Parce que c'est quand même un document important. Et je crois
profondément que, avec un peu de chance, Michel pourra reprendre le flambeau et porter les aspirations du pays à l'unité, au bien-être. On s'approche de la fin. Vous posez deux questions pour terminer. Donc la première, ce serait quel est votre rêve pour les Comores en 2050, dans 25 ans? Où vous voyez les Comores ou qu'est-ce que vous souhaitez que les Comores soient? Ah ben moi, c'est pas en 2050, hein, moi. Ah non, 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 c'est trop loin, 2050. Non, moi je souhaite que ce que j'aimerais réellement, c'est qu'aux élections de 2029, Boucher l'emporte et accède au pouvoir. Donc je ne... Et à partir de là, ils vont dérouler. Et voilà, à partir de là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le pouvoir est dans des mains patriotiques et des gens qui ont une vision, une compréhension de la situation, qui ont un projet d'avenir, et notre pays est tout petit. Pour avoir de l'électricité, ils ont dit, parce qu'il y a eu un séminaire sur l'électricité, ils ont parlé de 250 gigas. Ça produire 250 gigas. Et si tout l'argent qui était mis là-dedans était utilisé à bon escient, on aurait pu produire 500. Jusqu'à des kilowattheures. Non, c'est des gigas. Ah, 10 kilowattheures. C'est des gigas. Donc, nous sommes un petit pays et on a suffisamment de ressources pour que chacun du million de Comoriens existants puisse vivre bien. C'est un quartier ou c'est même une rue dans d'autres pays. En fait, il y a tout. On devrait pouvoir construire un petit paradis pour les Comoriens. Mais il faut qu'il y ait un pouvoir patriotique, c'est tout. Et qui pense aux intérêts du pays et non pas se mettre dans la poche. Donc moi, je ne serai pas là, malheureusement. Mais enfin, dorerà se fatica, Giovanna, se non vogliamo. Enfin, je me suis en parlant un peu comorien, mais je pense que les gens vont comprendre. Voilà, donc moi, j'ai toujours été optimiste. Je crois que sans optimisme, on ne peut pas tenir debout. Et donc moi, je tiens debout en espérant et en pensant que de toutes les façons, nous triompherons d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain, après. Peut-être que quand j'étais tout petit, j'étais même pas conscient que notre pays était dominé. J'étais même pas conscient de la colonisation. Ouais. Il a fallu aller à l'extérieur pour s'en rendre. Non, il a fallu que... Non, pas aller à l'extérieur, non. C'est-à-dire j'étais petit, j'avais 6 ans, 7 ans. À partir de 15 ans, comme ça, j'ai commencé à comprendre. D'accord? Donc, puisque c'est déjà les sentiments qu'on avait au collège commençaient à prendre forme. Mais je veux dire que on était tellement loin qu'on ne pouvait même pas penser à l'indépendance. Et après, c'est venu. En janvier 68, personne n'aurait pensé qu'en février 68, le pays allait éclater. Et personne. Et pourtant. Ça arrive. Donc ça, c'est des choses c'est des faits qui montrent qu'on ne doit pas peur. Et c'est pas seulement vrai pour chez nous, c'est dans le monde. Les Tunisiens ont subi Ben Ali pendant des dizaines d'années. Il a suffi qu'un enfant se brûle parce on lui avait enlevé, il avait subi alors qu'il subissait plein de choses. Pour que, pof, il éclate. D'eau qui a fait déborder. Et voilà. Donc notre pays est enceinte. Maintenant, quand est-ce que l'enfant va naître? Il va naître. Et nous sauver. Ou vous sauver. On verra. Et la toute dernière question, est-ce que vous avez un message pour les Comoriens, d'ici ou d'ailleurs? Vous pouvez nous adresser à la caméra si vous le souhaitez. C'est là-bas? Oui. Ah oui, moi je voudrais parler aux jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout dans la diaspora, puisqu'on parle de diaspora, qui prennent conscience de leur identité,
le rejet en France amène les jeunes à se découvrir comoriens et donc à se poser des questions sur notre pays. Donc moi, c'est à ces jeunes-là. Parce que je pense que si on n'arrive pas à apprendre, et on n'apprend pas seulement comme ça, on apprend en s'engageant. Il faut s'engager, apprendre de l'histoire et servir le pays. C'est la seule façon de créer un avenir pour vous et pour les autres. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui émerge, qui ne demande qu'à être renforcé et poussé vers l'avant. Il y a des forces qui veulent l'étouffer dans l'œuf. Mais ces ressources, c'est vous. Surtout que de l'extérieur, on peut apporter peut-être une expérience plus grande. Parce qu'on peut étudier plus. Le système fait en sorte que nous n'apprenions pas notre propre histoire. Parce que si on apprenait notre propre histoire, ça amènerait des choses. Si on apprenait les théories de la Révolution telles qu'elles ont été depuis la ligne des temps jusqu'à aujourd'hui, ça nous ouvrirait des pistes. Donc moi, je voudrais, enfin, mon souhait, ou si j'avais quelque chose à dire, c'est pas tellement aimer ça, c'est un vœu que notre jeunesse prenne conscience d'elle-même, s'engage dans le combat patriotique et apprend pour mettre ses compétences au service du pays. Lorsqu'on était dans la SEC, on avait avancé un mot d'ordre qui s'appelait rouge et expert. C'est-à-dire expert parce qu'il faut gagner des compétences. Il faut être compétent, être professionnel dans tout ce qu'on fait. Mais rouge, c'est-à-dire des compétences qui sont portées par une conscience. Je ne dis pas science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Non, je dis rouge et expert. Rouge, c'est qu'on va servir le pays. On est formé pour servir le système. Donc il faut sortir de cette engrenage, cette dynamique, et se former, acquérir des compétences pour servir le pays. Sortir du capitalisme qui veut que chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. Les intérêts des gens sont intimement liés. Et c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Bon, je n'ai pas pensé pouvoir le dire bien parce que on m'a fait par surprise, mais j'espère que j'ai pu dire quelque chose qui tient la route. Mais c'est ce que j'ai aimé. Et je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Merci à vous pour ces échanges, c'était très intéressant, j'espère que ça plaira à notre public. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Comores Initiative, vous vous retrouvez dans la description, et n'hésitez pas à aller voir nos autres contenus, cliquez par là pour aller regarder. Merci à tous.